Donc, bah, écoute, bienvenue. Merci de, Merci. merci d'avoir accepté de venir. Je vais monter juste ton son de mon côté pour moi, t'entendre un peu mieux. Et hop. Et du coup, est-ce que bah déjà tu veux te présenter, peut-être pour les Ouais, gens? bah alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Vincent Petit, je suis éditeur bande dessinée chez Casterman, à l'éditorial BD depuis un peu plus de 20 ans maintenant chez Caster. Et j'ai la chance d'être l'éditeur de Quentin depuis Stigma l'an passé et pour sa nouvelle série Morte Sève, dont le premier tome sort aujourd'hui. Eh oui. Donc, hop, attends. Est-ce que toi tu vois pas le chat du coup? Tu vois rien du tout. Je vois juste ton icône de perso là. Ouais. Ah ouais, c'est chiant ça. Comment je pourrais faire pour que tu vois le chat? Et, Euh, bah, ça se trouve, je me connecte, je peux me connecter sur le PC sur Twitch. Ah, Tu il penses faut que je créer peux un avoir la compte. 4G en même temps? Bah, a priori, là, je suis connecté sur le mail, sur l'ordi, tout ça, ça fonctionne. Hein, donc, Ouais. euh, Attendez, je vais mettre un truc pour qu'il soit plus fluide, Vincent. Capture d'écran. Twitch TV, voilà. Et on va aller. Hop, attendez, désolé pour le setup. Je vais le mettre à Hop Live. On accepte les cookies, tout ça, machin. Là, il y a une petite pub. Attends, C'est juste que c'est plus je sais sympa pas où si il tu vois, reste. en tout cas si les gens peuvent t'entendre correctement. Hop là, Ouais. Voilà, j'ai une pub du Crédit Mutuel, mais donc après, je pense que je vais pas de pouvoir avoir souci. accès à ton live. Voilà, alors je me vois, oh, quelle mise en abîme Ouais, incroyable. ouais, ouais, je suis en train de bien remettre pour que tu sois bien fluide, que les gens te voient bien correctement. Hop là, voilà. Là, logiquement, c'est bon. Nickel. Par contre, attends, il faut peut-être mieux que je mette pas l'audio sur l'ordi en même temps que sur le téléphone, sinon je vais avoir un vieil écho merdique. Oui, Donc en gros, j'aurais. le son de l'ordi, tu vaut mieux le désactiver pour pas que qu'on Ouais, c'est l'entende. ça. Exactement. Mais donc, par contre, je n'aurai pas l'audio du live, quoi. Oh, ça, c'est pas grave, l'audio du live, il vaut mieux pas que tu l'entendes parce que tu vas nous entendre, en décalé, ça va être compliqué. D'accord. Donc, tu vois les gens qui Ok. te saluent dans le chat? Là, je vois effectivement. Attends, où est-ce que je suis? Tac, tac, tac. Là, il y a plein de trucs dans tous les sens. Alors, je masque ce qui est à droite, je masque ce qui est à gauche. Et voilà, j'ai juste ton fond hein, avec nos deux gueules, la BD, Alors, le et à chat, droite, à logiquement, gauche. il est à droite. Il est juste à droite du stream. Logiquement, quand c'est affiché, tu as un chat sur la droite. C'est pas sur mon écran, c'est en dehors de l'écran. Ouais, ouais, à droite de l'écran, d'accord. Ouais. Bah, hop. Chat du stream, voilà, je l'ai. Ah oui, voilà. Vladivlek, coucou Vincent. Salut Nico. C'est Ok. bon, je vois tout le monde. Voilà, bon, bah, super. Ouais, parfait. Donc. Ah, bah, il y a Et Léa qui salut fait. Léa, enfin, salut à l'équipe de Caster. Hein. Ouais. J'ai prévenu tout le monde, ils vont rien foutre cet après-midi comme d'habitude. Le Caster Crew. Donc. Alors, on ne voit pas, j'avais prévu le matos Ah, quand si, même si, on pour l'a vu, t'inquiète, et j'ai même commenté. ah bon, On sait que. être présenté, quoi. Ouais, j'ai pas de t-shirt Caster Boy, mais voilà. Il faut un petit peu d'ancienneté hein, dans la maison pour l'avoir. Faut surtout bien se rapprocher du market. Je crois qu'on a ordre un. Il y a des très beaux, d'ailleurs, Sweet Caster Woman aussi, qui sont vraiment cool, que j'ai vu. Nathalie, elle en a un. Mais, Ah, c'est clair. Ils n'ont pas voulu m'enfiler. et est-ce que du coup tu veux juste un peu préciser du coup quel est ton travail toi en tant qu'éditeur dans une maison d'édition, bah à quoi ça consiste, un peu de A à Z pour les gens? Bah, tout simplement, c'est sélectionner des projets qu'on veut publier ensuite. Ça, c'est le départ donc, pour pouvoir alimenter le programme de parution de la maison. Et Vous les puis, recevez principalement par mail et ça arrive aussi que du coup t'en es en papier. ouais, beaucoup moins par papier, mais de temps en temps, on reçoit encore un peu des courriers et des manuscrits par la poste, à l'ancienne. Mais c'est vrai que la plupart du temps, maintenant, on reçoit tout par email. On a une boîte manuscrit en ligne qui nous abreuve de pas mal de dossiers régulièrement. Et puis, on fait pas mal aussi les rendez-vous jeunes talents sur les salons, ce Ouais. qu'on appelle le speed dating. On a 10 minutes, un quart d'heure avec des candidats qui passent. Donc à Angoulême, à Lyon BD, on est allé à Colomiers, ça m'est arrivé d'en faire aussi dans des salons internationaux, en Italie, en Espagne, euh, dernièrement à Helsinki l'automne dernier.
Ah ouais. Finlande. Donc généralement c'est quelque chose qu'on aime bien faire, d'une parce que ça permet de rencontrer vraiment plein de gens différents, et aussi ça nous entraîne, alors quand c'est à l'étranger, à parler un petit peu anglais de manière rapide, mais bon, toujours ça de prix. Et puis quand on est sur un salon, je trouve ça assez normal de pouvoir essayer de rencontrer des jeunes créateurs. Bah, c'est là que je t'avais croisé à Angoulême il y a quelques années en arrière, si je me Ouais. souviens bien, un salon. Et une fois qu'on a tous ces projets et qu'on en a qui nous plaisent, le plus intéressant du boulot commence, je dirais, c'est d'accompagner l'auteur, l'autrice sur sa création. Donc vraiment sur des retours en tant qu'une sorte de premier lecteur extrêmement intéressé dans tous les sens du terme, on va dire. Donc des lectures de scénarios, de storyboard, de planches, de toutes les étapes possibles du livre, Ouais. depuis la première idée de l'auteur, de l'autrice, jusqu'à ce que le livre soit imprimé, quoi, en gros. C'est vraiment la partie la plus sympa parce que c'est là où on est au plus proche de la création. Et quand on bosse dans l'édition, notamment dans l'édition BD, en général, on est assez passionné par les livres, par les BD, par les récits. Et donc pouvoir être un peu partie prenante en accompagnement de l'auteur, de l'autrice créative, ça c'est génial, quoi. C'est Ouais. la partie la plus sympathique du boulot, qui est aussi celle qui prend le plus de temps parce que ça demande pas tant de temps que ça de lire les dossiers, les sujets, les scénarios et tout ça. Mais quand on le multiplie par un paquet d'albums par an et puis par une première, deuxième, troisième, quatrième version, au bout d'un moment, il faut essayer de toujours garder un œil un peu frais pour pouvoir être pertinent dans ses retours. Ouais. Ou alors d'économiser le nombre de fois où on voit la même histoire, sinon au bout d'un moment, on se lasse, on voit plus exactement, on est plus aussi efficace. Mm. Donc des fois, je te le dis, enfin, je sais pas si ça arrive avec toi parce qu'on est assez bien organisé, mais ça arrive que je dise à des auteurs, là c'est bon, j'ai vu assez de versions, maintenant avance, et je regarderai une planche, et puis ça roulera, quoi. Ouais. Donc voilà à peu près les grandes tâches, et puis après, à l'intérieur de la maison d'édition, l'éditeur, c'est un peu lui qui est au carrefour entre beaucoup de services, parce que comme c'est lui qui connaît le projet qui va arriver, euh, c'est à lui de le présenter un peu aux équipes en interne, que ce soit au service de presse, au service marketing, pour tout ce qui peut être action de promotion autour du projet, pour les réseaux en ligne, parler avec la responsable, lui dire voilà, il y a tel auteur, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. Euh, les commerciaux, évidemment, la diffusion. Donc, c'est nous qui pitchons les projets à toute l'équipe de représentants qui va après en librairie le présenter aux libraires pour qu'ils les commandent, ce qui est essentiel Bah pour oui. réussir à faire fonctionner un album après dans sa carrière commerciale. Pour le service international aussi, qui vend les droits des albums que nous publions un peu partout à l'étranger. Donc bref, on est vraiment au carrefour de tout un tas d'équipes qui nous permet de répondre à chacun, d'aller chercher les questions qu'on nous pose, d'aller chercher des réponses les plus appropriées possibles, et en même temps de pouvoir remonter à l'auteur les besoins qu'on a, essayer d'être vraiment en direct, en transparence avec lui sur comment on travaille, qui va avoir besoin de quoi, à quelle échéance, pour faire quoi, etc. Donc, donc c'est vraiment le poste en or, on va dire. Hein. C'est pour ça qu'on généralement Ouais. quand on est quelque part, on y reste longtemps. Euh, ça plaît pas mal, quoi. T'as eu deux questions du coup déjà dans le Ah chat. oui. Je sais pas si tu vois, il y avait une de Moteux, la première. Dossier d'édition parfait. Ouais, ça c'est complexe. Et Bah, tu peux est-ce déjà que vos répondre modes à celle-là. d'accompagnement varient en fonction des auteurs, autrices? Excellente question, effectivement. Faudrait plus se poser aux auteurs, aux autrices, mais non, personnellement, j'ai l'impression d'accompagner un peu tout le monde de la même manière. Maintenant, il est certain que je travaille avec des auteurs historiques de la maison, que je ne citerai pas, comme Tardy, par exemple. Bon, il a un petit peu moins besoin de mes retours hein, sur ses albums et ses planches. Il est toujours content qu'on lui dise qu'on apprécie son travail. C'est pas l'auteur qui est le plus à l'écoute. Il arrive, il a quelque chose d'assez bien abouti, d'assez bien travaillé, Ouais. a priori il sait faire. On a un petit peu moins de temps passé sur cette partie-là. Par contre, on accompagne beaucoup plus sur des nouvelles éditions, des formats à changer, des choses à tenter, tout ce qui est les demandes de droits de reproduction. Enfin, il y a une gestion, on va dire, administrative qui est plus lourde parce qu'il a un catalogue énorme chez nous et beaucoup de choses. Et étant d'une génération un peu plus ancienne, il est assez peu connecté, on va dire. On va aider Ouais. beaucoup là-dessus. Mais sinon, tous les auteurs, autrices un peu plus jeunes, entre guillemets,
Je pense que je travaille tous de la même manière, hein. Hmm. C'est tout le temps la même chose et c'est jamais pareil parce que chacun n'utilise pas les mêmes outils. Il y en a qui font des storyboards très poussés, d'autres peu, d'autres qui écrivent beaucoup en Word avant d'envoyer un crayonné assez détaillé. Mais la méthode, elle est toujours la même, c'est d'être très très en amont sur le projet, sur le dossier, pour pouvoir faire nos remarques. Mais même, comme tu l'as pu voir, avant la signature d'un contrat, on échange déjà beaucoup Ouais. sur qu'est-ce que serait l'objet, le projet, euh, Au final, le nombre de ouais, pages, etc. au final, c'est plus les auteurs et les autrices qui bosseront un peu différemment avec toi et toi qui en fait, qui t'adaptent aussi par rapport à ça. Tu parlais voilà, de storyboard et de manière de bosser où ça joue différemment. Bah, on demande en fait. On est souvent à demander aux auteurs, en tout cas à proposer aux auteurs de travailler avec des outils dont on a l'habitude. La plupart, c'est des choses quand même assez classiques, hein, donc c'est vrai, ils utilisent déjà. Les auteurs qui font pas de storyboard, généralement, on insiste Ouais. très sérieusement sur le fait que c'est quand même un outil quasiment incontournable aujourd'hui. Euh, Maintenant, effectivement, on peut forcer personne, mais se passer du storyboard, ça veut dire faire plus de retours sur des planches déjà plus terminées, donc beaucoup plus de temps à reprendre le dessin pour l'auteur. C'est quand même ce qu'on fait tous les deux, hein. Bah, toi, t'as un crayonné qui est quand même, d'une, tu Oui. l'envoies très rapidement. Ouais, mais le crâne, déjà, je te l'envoie pas tout le temps, et en plus, je t'envoie jamais mes storyboards. Non. Mais effectivement, on a peut-être pris des mauvaises habitudes quand il va falloir qu'on en parle. Non, parce que c'est vrai que moi, je t'envoie juste enfin, je t'envoie le scénario assez gros avec ce qui se passe dedans. Des fois, je t'envoie les crayonnés, pas tout le temps. En plus, des fois, il n'y a pas tout le temps les textes. Et je Alors, t'envoie souvent le. crayonné sans texte, effectivement, plus limité pour moi. Ouais, je t'envoie souvent le truc fini. Ce qui n'est pas forcément toujours le bon truc, mais c'est vrai que, en tout cas, par rapport à ça, moi, je me sens extrêmement libre. J'ai pas de. Donc. Ah, j'espère bien ne brimer personne, évidemment. Mais du coup, juste pour répondre, pas forcément le dossier parfait, mais pour toi, enfin, qu'est-ce qui est un bon dossier d'édition quand vous le recevez, tu vois? Qu'est-ce qu'il doit y avoir, qu'est-ce qu'il doit ne pas y avoir dedans? D'après toi, en tout Bah, cas. le plus simple, pour moi, c'est une séduction. C'est-à-dire le dossier, indépendamment du type de pièce, etc. Il faut qu'on puisse en prendre connaissance rapidement et que ça lui donne envie de contacter l'auteur ou l'autrice. Après, dedans, on peut doser, là. Mais quelqu'un qui va m'envoyer son scénario complet, entièrement tapé sur Word, de 150 pages, en me disant, voilà, j'ai tout écrit, c'est parfait. Bon, bah, je vais lire le mail, je fais, ah ouais, faut que je me tape les 150 pages en Word, bah, je vais le mettre dans une pile, je le lirai quand j'aurai 5 minutes. Ouais, Souvent, ces 5 minutes peuvent être beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup plus tard que ça, quoi. Donc, disparaître dans la pile. Quelqu'un qui va juste m'envoyer des super dessins qu'il sait faire, mais il n'y a pas de récit, il n'y a rien. Je me dis, bon, ouais, c'est bien dessiné, mais bon, bah, je le mets dans une autre pile en me disant, il faut que je le recontacte pour lui en demander plus. Là, il faut vraiment que je sois séduit par le dessin. Le plus simple, c'est une note d'intention, un paragraphe. On dit, voilà, je veux raconter cette histoire euh, pour telle raison. Ça ressemblerait à peu près à ça, 10 lignes. Et à côté, voilà, une ou deux planches dans le style de dessin que j'utilise. Pas mon storyboard, pas le dessin que je fais en illustration, mais que je pourrais pas tenir sur une planche de BD. À quoi, au moment où je propose ce dossier, je pense que va ressembler ma planche de BD. Et avec ça, normalement, je peux me dire, l'histoire a l'air intéressante, le dessin, ça me plaît pas, voilà, mais je peux me décider. Et là, je peux réagir rapidement. Souvent, j'espère, pour en demander plus, on va dire, ah bah ouais, voilà. Et à la fin de la note d'intention du mail, mettre un petit mot, je tiens à votre disposition le synopsis du premier tome ou de l'album complet en mode 2 pages, plus d'autres planches de BD. Donc là, je me dis, bon, bah là, c'est simple. Si ça me plaît, je réponds, j'en ai plus, je peux me décider. Donc, c'est un équilibre entre peu de choses à consulter et en même temps des choses cruciales pour se faire une idée un peu précise et complète du dossier. ouais. T'as eu une autre question qui te demandait quel est le projet qui t'a le plus captivé en 20 ans de carrière? Alors là, j'en ai pas en tête un précis, heureusement, parce que s'il y en avait qu'un seul, ça serait un peu frustrant. J'en ai beaucoup. Il y a plein de choses différentes en fait dans la captivation, on va dire. C'est-à-dire, il y a des projets qui vont me plaire en tant que lecteur, donc qui vont me plaire vraiment parce que j'adore la BD depuis longtemps, j'adore le genre, etc. Et donc je vais m'investir dedans parce que j'ai envie de lire l'histoire, j'ai envie de l'accompagner, voilà.
Il y en a d'autres qui vont me plaire parce que je m'entends bien avec l'auteur et je me dis tiens, il y a quelque chose à faire, c'est un plaisir de bosser, il y a un ping-pong et tout, c'est chouette. Il y en a d'autres au contraire, ça va être des projets de remise en avant de fonds. Donc l'auteur, je le connais pas, ou il est décédé depuis longtemps. J'ai que un agent, un ayant droit. Mais par contre, on va travailler sur un format, sur un type d'édition, sur une occasion, sur quelque chose, et on va faire un objet qui nous semble cohérent. Ça, c'est aussi hyper intéressant. C'est différent parce qu'on est moins à côté de la création, on est plus dans peaufiner un emballage entre guillemets. Ouais. Mais c'est super excitant. La relance de Corto Maltese en 2015, ça a été un moment un peu vraiment important dans ma carrière et qui m'a éclaté parce que je connaissais peu les auteurs, j'avais pas travaillé avec les deux, j'ai jamais pu croiser Hugo Pratt évidemment, mais il y avait un plaisir à la fois avec le fond, avec du nouveau, etc. Il y a eu des albums marquants, un achat de droit, le Asterios Polyp de David Ouais. Mazzucchelli, on a sorti il y a très longtemps maintenant, 12 ans, 12-13 ans, qui était incroyable Oui, c'est par incroyable comme l'exigence de BD. l'auteur. On vous la conseille, évidemment, Asterios Polyp. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Et j'ai pu discuter, enfin par mail interposé avec l'auteur en direct pour lui demander quelques corrections, et je me suis aperçu du degré d'exigence de l'auteur qui était complètement dingue. Il nous a relettré en français à peu près un tiers du livre, à la main, alors qu'il parle pas français. Du jour pour le lendemain, parce qu'il considérait que notre lettrage fait à la main était pas encore assez pointu par rapport à ce que lui il voulait comme rendu. Ça, c'est les moments assez magiques. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, enfin, il y a plein de choses. Pouvoir lancer une collection comme Sociorama avec Lisa Mandel, Ouais. qui est un truc de non-fiction. Je suis plutôt moi un amateur de fiction, je lis beaucoup de romans, etc. Mais là, de travailler là-dessus, sur la sociologie, etc., d'aller chercher un format, d'aller chercher des réponses, des conditions spécifiques d'impression, etc., pour pouvoir proposer un livre pas trop cher, fonctionner avec un équilibre, avec des retours avec des sociologues, un comité scientifique et tout. C'était hyper intéressant. Enfin, il y a plein de moments comme ça. Les opérations poche qu'on fait depuis 4-5 ans, c'est du fond, mais c'est une manière différente de le faire vivre. Et puis j'en oublie plein, des super albums avec lesquels j'ai vraiment adoré bosser. Ouais, il y a vraiment heureusement beaucoup. Et puis j'en ai encore plein qui arrivent, donc Ouais. c'est toujours ça qui est excitant. Là, il y a le dernier Anthony Pastor qui est sorti il y a un mois, La femme à l'étoile. On l'accompagne depuis 7 ou 8 ans maintenant, on a sorti quand même un paquet de livres avec lui et ça prenait pas trop. Et là, ça y est, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc c'est plutôt aussi hyper encourageant. Dire ça prend du temps, mais ça finit par arriver. Donc ça c'est très chouette. Et puis il y a plein d'autres projets super excitants qui arrivent avec Anthony pour la suite. Donc non non, j'ai la chance de faire un boulot où je pense que je suis assez captivé au quotidien par beaucoup de projets. Donc c'est plutôt chouette. T'as eu plein d'autres questions. Alors Ouais. je peux scroller pour te retrouver, parce qu'il y en a même qui sont plus dans le. Voilà. Alors, technique du frigo. Frileux avec les séries de manière générale. C'est pas faux. C'est extrêmement compliqué les séries à installer. Hmm. C'est bien pour ça que tout le monde fait vivre les séries qui existent le plus longtemps possible, parce qu'en relancer une nouvelle, euh, ça prend beaucoup de temps quand ça finit par marcher, et souvent ça ne marche pas. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de temps en temps. On a eu quelques succès, beaucoup d'échecs à côté, mais on continue parce que c'est un format qui plaît quand même à un public, mais qui est très difficile de transformer. On a quand Hmm. même assisté qu'une vingtaine d'années avec le développement du roman graphique à un développement de la forme longue, mais unitaire, indépendamment du style roman graphique. Ouais. C'est-à-dire des albums de BD qui vont faire 120, 150, 200 pages, mais toute l'histoire est comprise dedans, voire certains qui feraient 700 pages, quoi. Ok. C'est Tu arrivé. sais que, alors, Euh, je tiens à le préciser, le terme roman graphique, il est interdit sur mon stream. Mais bon, comme t'es là, je te l'autorise. Mais sache que, voilà, moi, tu sais que je suis fervent. Voilà, j'interdis ce terme chez moi. Mais voilà, je t'autorise aujourd'hui, exceptionnellement, voilà. Euh, je me garderais bien d'essayer de l'expliquer, par contre, hein, d'en donner une définition, ça c'est oui, impossible. mais moi, On va parler en tout cas en termes j'ai de plein de format. contre-exemples de pourquoi ça n'a pas de sens. Mais on Hmm, n'est pas là pour ça, parce que sinon, c'est mal barré. ouais, c'est mal barré.
On a posé la question, il y a Picou qui demandait si on avait fait des changements dans le scénario de Mortosef depuis le dossier. Globalement, la structure, elle a pas trop changé par rapport à ce qui a été fait dans le tome 1, mais en vrai, il y a un truc, tu vois, c'était pendant un des rendez-vous qu'on a fait, où tu m'as dit, je trouve la fin du alors sans spoiler, hein, mais je trouve la fin du bouquin, elle est bien, mais elle manque d'un impact par rapport à quelque chose qui se passe dedans. Et c'est vrai qu'il manquait quelque chose un peu à la fin. Et j'ai mis longtemps avant de trouver. Et quand j'ai trouvé, j'ai ajouté un élément dans l'histoire qui, au final, change énormément de choses par la suite. Et c'est moi qui suis revenu vers toi en disant, je crois que j'ai une idée de ça. Et au final, cet élément-là, en fait, a changé en partie le scénario de l'histoire de manière générale. Et je trouve que c'est plus intéressant. Je peux pas dire ce que c'est. J'en parlerai peut-être plus tard. Mais, euh, mais voilà. Oui, bah, la plupart du temps, j'ai pas de proposition à faire. Je fais des remarques, c'est-à-dire Ouais. des sensations de lecture, mais j'ai pas de réponse. Je suis pas auteur, je sais pas raconter une histoire, je sais même pas dessiner. Par contre, j'en lis quand même beaucoup depuis pas mal de temps, et on va dire que j'ai une petite expérience de super lecteur entre guillemets, et donc je sens des choses. Donc dès que je ressens quelque chose, je le partage avec l'auteur ou l'autrice pour dire, écoute, là, j'ai eu cette sensation-là. Et souvent, je les note quand j'écris quelque chose, je lis quelque chose, j'écris tout de suite une impression. Alors souvent, c'est des petites bêtises, un sens de lecture entre des bulles dans une case, Ouais. des choses qui n'ont pas d'importance. Mais quand c'est sur de l'ordre effectivement d'un récit global, à la fin d'un épisode ou à la fin d'un récit long, etc., je dis bah moi, j'étais tenu, puis à un moment, c'est retombé, le soufflet, c'est un peu aplati, euh, ou au contraire, il y a un ventre mou. Le début est bien, la fin est bien, mais là au milieu, bon, c'est un peu lent, on se perd un petit peu, où il y a des parties un peu longues où on s'ennuie. Enfin, plein de réactions comme ça qu'on sent vraiment à la lecture, mais sans pouvoir dire qu'est-ce Ouais. qu'il faudrait faire à la place, où est-ce qu'il faudrait exactement couper, etc. Mais une sensation. Et généralement, l'auteur, l'autrice, il prend ça, il le note et même souvent, il sait, ah oui, effectivement, je me posais des questions, j'hésitais, j'étais pas sûr. Bah, souvent, quand je lui confirme, il dit, bon, bah, ok, Ouais. c'est qu'il y a un truc à améliorer. Mais c'est pas moi qui vais proposer des améliorations, parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Mm. Donc je pointe du doigt et souvent je conforte l'auteur dans une impression qu'il a eue euh, et qui se dit ah bah ouais, là si on est deux à l'avoir eu, c'est qu'il y a un truc. Ouais. T'as eu une autre question qui disait quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait rentrer dans le monde de l'édition, les notions essentielles à travailler? Dans le monde de l'édition, au point de vue être professionnel dans une maison d'édition ou auteur, créateur Non, non, à son non, compte. vraiment enfin, être assistant édito, je pense, pour Ah, commencer. bah, bon, passionné, ça c'est évident. Moi, comparé à quand j'ai commencé, maintenant il y a de plus en plus de formations éditoriales, donc qui sont dans des facs, etc., des masters et compagnie, Ouais, ça s'est qui aident professionnalisé, quoi. vraiment ouais, à découvrir le côté pratique du métier que moi j'ai appris sur le tas. Euh, il y a beaucoup de gens qui aiment encore le livre, la lecture, etc. Il y en a toujours beaucoup plus que de postes, donc il faut quand même pas mal s'accrocher. Moi, c'est mon expérience personnelle, mais autour de nous, j'en ai quand même vu beaucoup. Le stage qui permet de rencontrer, de se familiariser avec le travail, de se faire un premier réseau, etc. C'est une voie royale pour découvrir vraiment le métier. La fac permet quand même pas mal de stages longue durée, donc ça, c'est vraiment très très chouette. Oui. L'apprentissage aussi, quand tu es dans des formations qui proposent ça, pour le coup, c'est vraiment génial. Et après, c'est vraiment pour moi, je pensais, alors j'ai, il y en inverse de ce que j'ai fait. J'ai eu la chance de pouvoir faire un stage directement dans une maison d'édition du milieu qui m'intéressait, donc de la bande dessinée. C'était il y a plus de 20 ans. C'est peut-être plus difficile aujourd'hui d'arriver directement là où on veut. Euh, je trouve que le métier d'éditeur, une fois qu'on sait éditer un livre, on sait éditer un livre de photos, un livre de BD, un livre de texte, etc. On apprend des spécificités dans un ou dans l'autre. Mais le métier d'éditeur, pour moi, est intéressant dans tous les types de supports. Il peut y avoir d'édition digitale, il peut y avoir du savoir, des livres d'école, du médical, du dictionnaire. Enfin, il y a énormément de choses et de milieux. Et si on veut en faire son travail, ne pas s'enfermer dans un genre tout de suite,
mais essayer de rebondir de l'un à l'autre, ça sera plus facile de trouver des stages au début dans un style de maison d'édition, dans un autre, et puis après, là, pour arriver enfin là où on aura eu un peu d'expérience et on pourra se dire, c'est ça que j'ai envie de faire. Si on part tout de suite en tête, non, je veux être éditeur de bande dessinée, bah, les places vont être chères et donc vous allez vraiment galérer. Ouais. Donc, vaut mieux se dire, je vais être bosser dans l'édition. Je commence, tiens, bah là, je prends un premier stage chez, je sais pas, Larousse. Un deuxième, ça va être chez un truc qui fait des jeux, machin, et puis et rebondir comme ça. Et l'expérience aidant, vous rebondissez, vous apprenez, vous éliminez aussi les étapes, les types de métiers que vous avez préférés dedans. Et vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise aussi. Hmm. Et c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus facile. Enfin, facile. Il y a plus de chances de pouvoir progresser comme ça que en partant bille en tête, en n'ayant qu'une seule cible, qui sera plus difficile à obtenir parce que vous ne serez pas tout seul dessus, évidemment. Ouais. T'as eu du coup pas mal d'autres questions. Je te laisse. Ouais, voilà. Toujours en binôme. L'accompagnement auteur, bah, ouais, la plupart du temps, c'est quand même un peu plus simple. Il y a quand même des cas dans la vie de la préparation du livre où on est plus que moi et l'auteur ou l'autrice. C'est tout simplement quand on va commencer à discuter couverture. Là, on a le directeur artistique qui vient Puis t'as quand même participer. t'as quand même un ou une assistante édito souvent qui travaille aussi parce que ça c'est. Oui, oh, bah, évidemment. Sans assistant ou assistante, l'éditeur fait pas grand-chose quand même. Parce que tout le temps que je passe à discuter avec les auteurs de la création, c'est le temps que je ne passe pas, que je ne passe plus, parce que je faisais quand j'étais assistant moi-même, à suivre la préparation du livre, Ouais. les corrections orthographiques, les relectures, les mises en page avec le studio, relancer les coloristes, les lettreurs, les traducteurs, Donc c'est plus demander c'est les ouais. contres. Le travail en tout cas de l'assistant et de l'assistante, il est présent pendant l'album, il est surtout à la fin en fait pour concrétiser en fait l'album, gérer en fait ouais effectivement moi et Elena qui du coup qui s'occupe de l'album, elle m'envoyait les corrections, elle me faisait des retours, ensuite elle me disait ce qui allait pas quand il fallait que je nettoie des trucs, enfin genre vraiment c'était assez précis et elle est le lien en fait avec le studio, les correcteurs et tout ça quoi. Ouais. Beaucoup plus que moi sur la fin. C'est-à-dire que moi, je suis sur la création, j'accompagne la création de l'histoire, de l'œuvre. L'assistant édito va vraiment accompagner la création du livre, Ouais. si on voulait schématiser un petit peu comme ça. Mm. Euh, et sur la fin, effectivement, généralement, je suis moins partie prenante parce que il n'y a pas besoin qu'on soit deux, ça ferait un téléphone arabe, sinon ça marcherait moins bien. Vaut mieux être en direct. Et puis c'est en étant en direct que Elena, Elise, Clément, enfin tous nos assistants ou assistantes ont l'habitude de parler avec des auteurs, d'échanger avec eux, et se forment aussi pour quand un jour plus tard, peut-être s'ils le souhaitent, ils passeront éditeurs ou éditrices. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été un peu plus de 10 ans assistant, ce qui fait que quand je suis devenu éditeur, je connaissais les auteurs de la maison, ils me connaissaient, je savais à peu près comment travailler avec eux, mais pas avec le même investissement. C'était Ouais. une autre étape, on va dire. Mais ça s'est fait très naturellement. Donc effectivement, on peut être plusieurs. Il peut y avoir aussi, en dehors de notre directeur artistique, là, elle a dit, il y a le studio qui était souvent en contact pour des questions souvent techniques, de fichiers, etc. Donc Nathalie Rocher, notre chef de studio, il y a Nicolas et puis Lydia, nos graphistes qu'on adore. Euh, et puis après, généralement, on va essayer de te mettre en contact avec les personnes qui maîtrisent leur sujet plutôt que de faire intermédiaire. D'une, parce que ça me fait gagner du temps. Ouais. Et deux, parce qu'elles sauront quand on discute avec toi. Donc, quand on discute de quelque chose sur les réseaux, tu vas aller voir, c'était Julie avant, puis maintenant c'est Ouais. Amandine. Ça j'ai Quand bien c'est du aimé. marketing, tu vas discuter avec Ouais. Lucie. Euh, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à être entre vous deux, à être au courant pour pouvoir répondre si on me pose des questions. Mais j'y connais rien, enfin rien, pas grand-chose au marketing, en réseaux sociaux et tout ça. Mm. Donc autant que tu ailles directement avec la personne spécialisée, je dirais. Ouais, ça c'est quelque chose qui m'a plu moi chez Casterman, c'était le fait d'être en contact avec tout le monde. Du coup j'avais les numéros, j'avais les mails des gens, j'avais le moins de soucis sur un aspect en tout cas de la chaîne du bouquin, ça se faisait bien quoi. Donc Mm. t'as eu juste Ah, c'est vraiment un travail d'équipe, hein. ouais. On est nombreux quand même. T'as eu une question qui demandait, vous est-il arrivé d'avoir de nouveaux auteurs signés qui bloquent face à l'ampleur de la tâche et qui abandonnent finalement? Euh, Pas vraiment. On a des projets qui ne sont pas arrivés à terme
Souvent, c'était pas par rapport à l'ampleur de la tâche, c'est souvent plutôt des problèmes annexes, je dirais, de la vie Ouais. quotidienne, qui font que, enfin souvent, pour moi, il y a très très peu de cas quand même, hein, où un projet signé ne sort pas. Sur les 20 ans, j'en ai peut-être deux ou trois en tête, hein, donc c'est vraiment infime. Et la plupart du temps, c'était des problèmes personnels des créateurs, Ouais. créatrices qui ont fait que ils n'ont pas été dans en capacité de continuer avec nous sur le projet. Mais encore une fois, c'est quand même très 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 minime. Généralement, un auteur, quand il part et il signe, il est tellement excité et content de pouvoir enfin essayer de donner vie à son œuvre sous forme d'un livre et toucher un public et tout, que même si c'est extrêmement prenant et lourd à porter, ils vont au bout, quoi. Mm. Euh, non, j'ai pas beaucoup de cas comme ça. Ça existe bien sûr, mais même avec les confinements, on a eu des retards, mais on n'a pas grand monde avec la pandémie qui a pas tenu son truc, quoi. Ouais. Ça a tout décalé, évidemment, ça, c'est normal, mais ça a pas annulé, quoi. Mm. Qu'est-ce que j'avais d'autres que petites Je questions sur te le demandais côté? si on propose un projet BD terminé, est-ce qu'il a des chances d'être édité? Bah, s'il est très très long, oui. S'il est vraiment terminé et qu'on se dit que ça dépendra de la quantité de remarques qu'on aura à faire. C'est-à-dire, si quand on lit, on se dit super, banco, bon bah oui, c'est facile, c'est fait, ça va vite. Si par contre on se dit il y a beaucoup beaucoup de remarques qu'on voudrait faire, il faudrait améliorer. C'est pas comme quand on est au tout début de la création. Là, l'auteur doit refaire, reprendre, changer des plans. Enfin, ça demande un temps de travail et en plus un temps de travail extrêmement fastidieux. Refaire quelque chose qui est déjà abouti, c'est horrible pour un Ouais. auteur ou une autrice. Donc, généralement, c'est plus simple pour pouvoir se positionner. C'est ce qu'on fait quand on achète les droits d'albums déjà Oui. créés à l'étranger, par exemple. Maintenant, on sait aussi que on le sélectionnera que si on a le moins de réserves possible. Mm. Donc, même s'il est terminé, il devra être d'autant plus séduisant et ça arrive, hein, on en fait régulièrement avec des albums étrangers, mais c'est complexe. Il y a des fois des albums où on dit tiens, c'est dommage qu'on n'ait pas pu être plus en amont parce qu'on aurait signalé deux trois petites choses, ça l'aurait amélioré. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mm. C'est rare hein, quand même qu'un auteur arrive avec un projet terminé, tout simplement parce que c'est très difficile de créer un projet dans son intégralité en l'autofinançant, quand même. Mm. Même Euh, si effectivement on donne pas des milliers et des cents aux auteurs, ça prend un tel temps que d'avoir une avance, ça aide quand même à pouvoir passer ce temps-là dans la création. ouais. On te demandait aussi, alors ça c'est peut-être pas, tu te sentiras peut-être pas à l'aise pour répondre, mais c'est plus, c'est quoi vos outils de publicité que vous utilisez le plus pour vendre une BD? Bah, ça dépend encore une fois du type de BD, du type de public qu'on vise. Donc, vraiment, chaque projet est travaillé un peu différemment. Et aussi de tirage de l'audience. Donc, quand c'est un best-seller, on a tout de suite des budgets beaucoup plus importants qui permettent de faire beaucoup plus de choses. Ouais. Évidemment, quand c'est le dernier Tardy, le dernier Corto, le chat, bon, on peut avoir des affichages sur les bus, dans le métro, les choses comme ça, qu'on n'a pas pour des albums à plus petit tirage. Oui, c'est ça, Mais faut quand même qu'il y ait un certain nombre de tirages, genre peut-être enfin je dis des chiffres comme ça, genre un tirage à 20 000, un truc pour que vous puissiez faire une com qui... ouais, je pense que dès qu'on est dans le métro, c'est vraiment des tirages encore plus importants, Ouais, ok. parce que c'est des trucs qui coûtent très cher. Mais c'est un peu proportionnel à ça. Et après, il y a des types d'albums qui auraient peu d'intérêt à être dans le métro, par contre, qui seront plus intéressants à être en ligne. Il y a des publicités ciblées qu'on fait par rapport à un milieu spécifique. Donc, quand on sait qu'on est sur quelque chose qui va parler aux fans de BD, on va aller dans les magazines spécialisés, les DBD, Kazmat, Zo, le magazine Canal BD, etc. On va acheter des espaces de pub, on va prendre des C4 ou des couvertures, faire des partenariats, etc. Quand on est sur des sujets peut-être plus historiques ou de société, on va essayer d'avoir des partenariats avec de la presse généraliste, le Figaro, le Parisien. Des fois, nous font aussi des choses très chouettes en partenariat couplé quand il y a une sortie. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses, des sites internet, les combini et compagnie. Enfin, on essaye à chaque fois de faire du sur-mesure avec la contrainte effectivement on n'a pas le même budget pour chacun. Le budget est proportionné aux espérances de vente
C'est, mais on joue un peu sur tous. Même quelqu'un qui aura des choses dans le métro, on pourra dire est-ce que ça vaut le coup de le mettre en ligne, sur quel site, Ouais. est-ce que c'est plus des journaux comme Historia parce que c'est du Tardier, il parle de la Première Guerre mondiale, est-ce que c'est plus euh, un journal féminin puisqu'on va nous parler du sexisme ou je sais pas quoi. Enfin, on tapera sur tout ce qui nous semble le plus pertinent pour le projet et dans les moyens qu'on a à ce moment-là. Il y avait Valentine qui avait une autre question, je crois que tout à l'heure, c'était sur le, tu sais à peu près le coût de production d'une BD? Ça dépend du type d'objet, hein, très Ouais. clairement, des formes de pagination, de la quadrille, du noir et blanc, etc. Euh, on évite entre les poches qu'on fait régulièrement là en noir et blanc, un tout petit format, entre 200 et 400, 500 pages, et un peu moins d'1 euro de fabrication pour 5 ou 6 000 exemplaires à chaque fois Ok. par titre. Donc c'est une fabrication spéciale. Ça Ah, c'est c'est le le truc plus bas, je documental, dirais, avec ouais. une qualité poche assez limitée tout de même. Hein. On est sur de l'impression rotative. Après tous nos albums quadri imprimés à la feuille, là on n'est plus du tout la même chose. Si on est sur des 64 pages avec un tirage important cartonné, on va vite être dans les 1,30 €, juste comme ça. Si on monte, on va s'approcher de 2 euros, 2,30 €. Plus le tirage est petit, plus il y a. En ce moment, c'est de la pagination, Ouais. le papier ayant explosé depuis la pandémie. Plus il y a de pages, presque, quel que ce soit en noir et blanc ou en couleur, la quantité de papier fait exploser les coûts. Ok. Voilà, donc évidemment, plus le coût monte, plus le vente est impacté. Hmm. Et oui, c'est rare qu'un auteur arrive avec une BD de 700 pages. Oui, c'est même très, 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 Je suis très pas rare. arrivé avec une BD de 700 pages, j'en ai pas 700 quand je suis arrivé. Je suis arrivé avec 500, Non, avec 500, pas la deuxième fois. La deuxième fois, je suis arrivé avec 500, ouais. La première, j'en avais Voilà. 300. 300, c'était 3 fois rien, quoi, une bagatelle. Alors, est-ce que vous avez des dernières questions à poser? Sinon, je peux remonter pour voir si on en a oublié quelques-unes. Euh, Hop, euh, non, a priori, j'en vois pas, en tout cas, Ah là, si, en c'est bon, il y montant en a. rapido. Déjà, on te demande combien de chocolat il te faut pour soudoyer un éditeur. Et ben, ça va dépendre complètement de la qualité du projet qu'on va essayer de placer, quoi. Parce que bon, plus c'est mauvais, plus il faudra du chocolat, quoi. Ça me paraît logique. Hein. Et Ou du très bon chocolat. il y a Petch qui demande, est-ce que Casterman ou les éditeurs de manière générale pensent à la relocalisation en termes d'impression? Bah, en fait, nous, on est plutôt en train de commencer à penser la délocalisation. Non, sans rire. Techniquement, on imprime déjà énormément en Europe occidentale, pour pas dire en France. Alors, les deux imprimeurs principaux avec qui on bosse, c'est PPO et Paulina. L'un qui est à Palaiseau, en banlieue parisienne, et Paulina qui est à côté, en Vendée. Ok, Ça, c'est grosse majorité pour nos albums cartonnés couleur. Ça passe par chez eux. Après, on a des en Espagne, en Italie, on a des Vives, beaucoup pour le noir et blanc. Pour les qu'on n'a pas le droit de nommer en noir et blanc, ok. c'est des Vives en Espagne. En Italie, c'est Lego près de Venise, qui font aussi de la pression quadri, voilà. Et un peu de Slovénie, Lituanie, Roumanie, souvent pour des réimpressions. Et après, on avait jusqu'à la pandémie la Chine pour des fabrications de luxe spécifiques avec des caractéristiques techniques qu'on peut pas avoir en Europe. Ça a été beaucoup mis de côté pendant la pandémie, jusqu'à encore récemment avec les problèmes de transport, etc. On commence à peine à se dire, va peut-être falloir qu'on y retourne pour des éditions particulières. Ouais. Euh, mais c'est assez limité en BD en tout cas, parce que le transport, ça coûte extrêmement cher vu le poids des albums, etc. Mais c'est plus fréquent en jeunesse, par exemple, où il y a souvent des fabrications spécifiques pour des livres jeunesse avec des pop avec des marionnettes à l'intérieur, avec des trucs spéciaux. Ça, enfin, des trucs spéciaux, pardon. C'est plus la Chine qui saura nous fabriquer, là où en Europe, c'est possible. Donc, techniquement, on travaille quand même majoritairement avec des imprimeurs chez nous. Enfin, chez nous ou chez nos proches voisins.
Il y a Démence. beaucoup de créateurs autodidactes. Oui, oui, j'ai pas tant que ça d'auteurs qui font des études. Enfin, si, Je sais pas qui si la suivent, mais question. pour moi, Ouais, je sais pas si la question créateur, ce que ça veut dire exactement en fait, si c'était du coup si c'est pour dire auteur, autrice ou si c'est pour autre chose. bah, pour moi, c'est les auteurs-autrices, les Ouais. créateurs. Hein. Donc, Mais parce qu'au ouais, final, oui, pour le coup, on est peu à avoir fait, enfin, en tout cas d'études de BD spécifiquement, on est vraiment pas tant que ça, parce que bah, il y a toujours eu des auteurs et des autrices avant qu'il y ait des écoles de BD. Après, il y a quand même pas mal de gens qui viennent du domaine artistique. ouais, et puis c'est vraiment le plaisir de dire est-ce que ton auteur a bénéficié de l'école ou est-ce que l'école l'a amélioré un talent qu'il avait déjà là au départ? Moi, souvent, je dis c'est un moyen de continuer dans sa, comment je dirais, dans sa créativité, d'apprendre des techniques, peut-être des formats, des idées d'outils avec lesquels travailler, etc. Une sorte de boulot sur la forme. Mais l'idée d'écrire, l'envie d'être auteur, etc., elle est là avant et normalement elle perdure après. Donc ça m'arrive d'aller à des rencontres portes ouvertes sur des écoles, mais c'est pas si c'est pas ce que je fais le plus et c'est assez peu par rapport à l'école. C'est plus je me dis bon il y a des jeunes auteurs et ils vont faire de la BD. Allons les voir indépendamment qui peut passer par cette école-là ou cette école autre ou pas. Ce qui va m'intéresser moi c'est le projet qu'on me Mm. propose. Et tu as eu une question qui te demandait, ça vous arrive souvent de publier des projets étudiants, type projet de fin d'études? Souvent non, ça arrive. Il faut vraiment que le projet soit super abouti, qu'il soit d'un sacré bon niveau. Qu'on repère sur les projets de fin d'études des auteurs ou des autrices avec lesquels on a envie de travailler, oui, ça arrive régulièrement. Euh, Bah, Uli, tu sais, qui a failli signer du coup avec vous, c'était un projet de fin d'études, non? oui, Ouais. exactement. Donc là, qui était pour la peine vraiment un boulot qui m'a tapé dans l'œil Ouais. euh, lors de rencontres de jury d'école. Donc c'était particulièrement, mais c'était vraiment la personnalité, je pense, qui s'exprimait de l'autrice. Euh, et ce projet-là me plaisait bien parce que j'adore la fantasy, mais je pense pas que Casterman au final aurait été le plus à même de réussir à le défendre parce qu'on est quand même on se frotte souvent à des limites de ce qu'on est capable de mettre en avant et c'est vrai que là on a dit bon attention, Ouais. est-ce que vous êtes certain que c'est là-dedans qu'on arrivera le mieux à le faire publier, etc. Et j'étais pas assez sûr de moi là-dessus, indépendamment du goût que j'avais pour l'histoire parce que effectivement en tant que lecteur j'adorais. Mm. Donc la seconde qui va avec, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le projet de Slan? Alors, il y a deux choses. Le fait d'avoir travaillé sur le stigma m'a montré à la fois la régularité et le sérieux de Slan dans sa créativité, dans son travail au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui pèse déjà beaucoup. Et puis ensuite, quand on signe avec un auteur chez Casterman, on espère l'accompagner euh, sur plusieurs titres jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. C'est rare que ça cartonne dès le premier. On espère à chaque fois qu'il va y avoir un miracle, mais pas si souvent. Donc pour moi, quand on est content de la collaboration, de l'album au final, etc., on se dit bon bah et après, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va continuer. Et je me souviens quand tu nous as montré une soirée dans un jardin les premières images sur ton téléphone c'était à l'époque pour la suite de Stigma, je crois. C'était les enfants du limon, ouais. Ouais, c'est ça. Et rien qu'en case sur le téléphone, je me suis dit, ah ouais, il y a encore un énorme progrès. Déjà, il y a un progrès dans le dessin entre le début de Stigma et les dernières planches de l'album. Ça, c'est normal avec tout ce temps-là, mais c'était déjà bluffant. Mais juste quelques mois après, des cases sur un téléphone, donc en tout petit, et qui m'avait sauté aux yeux en disant, ouais, ouais, il y a une vraie progression encore. Ça donne envie. Après, on avait décidé de pas enchaîner avec Stigma, avec une suite de Stigma, mais partir sur autre chose, partir sur un autre format aussi qui permettait de montrer au lecteur une autre facette de ton talent, Ouais, avec un un autre dessin plus genre et un autre détaillé, avec format, ouais. plus de place. Ouais. Ouais. Donc souvent, c'est un peu ce plaisir-là de se dire on continue la découverte. Et moi, ce qui m'a plu au tout début et qui m'a pas lâché que ce soit avec Stigma ou avec Mortesev, c'est la capacité de Slan de parler de sujets de société sans que ça soit le sujet.
C'est en fait de mettre en scène tout un tas de choses dans lesquelles on baigne au quotidien, que ce soit la représentativité, la diversité, le racisme, enfin plein d'autres choses, mais sans que ça soit fait avec des gros sabots comme souvent on le voit en mode quota, en mode il faut que je parle de ça, il faut vous asséner des trucs. Non, ça fait partie de son monde, sans parler du handicap, etc. Et ça, j'allais dire peu, mais en fait pour l'instant quasiment pas d'autres exemples de créateurs qui me proposaient quelque chose de fait aussi finement. Et donc j'ai l'impression qu'on en a besoin, qu'on nous raconte des histoires avec en plus un côté créateur de monde, Slan, une imagination avec des choses hyper développées, hyper malines, une passion pour la bouffe dans laquelle je me retrouve aussi évidemment. Mais ce côté, on va me présenter un univers, on va me faire me prendre par la main, me faire rentrer dans un récit d'imaginaire, et en même temps derrière, on va me parler d'énormément de choses qui sont des sujets de société aujourd'hui, sans que ça soit le but de l'auteur, mais ça fait partie de son récit. Donc dans Stigma, l'héroïne elle a pas de bras, bon, pas de bras, pas de chocolat, donc moi tout de suite ça m'a heurté. Je dis mais comment va-t-elle faire? Et on s'y attache énormément. On les voit passer, ils ont des comportements quasiment ados, ils vont finir par être matures. Les préférences sexuelles, j'en parle même pas, ça va dans tous les sens, et on s'en fout. On s'attache au personnage quand même. Il y a des extraterrestres, des humains, des humanoïdes, il y a tout. Et Ouais. c'est pas un problème. Et tout ça, que l'héroïne soit un homme, une femme ou un non-genré, c'est pas un sujet. Et ça, c'est hyper important que ça soit présent, puisque c'est pas avec les discours qu'on fait avancer la société, c'est avec l'habitude et de les représenter, de les faire vivre des aventures, etc. Il Identification faut à les deux, mais c'est la juste que, ouais. Mais bah, il n'y a pas les discours, l'habitude viendra peut-être pas, mais je pense que quand on consomme du divertissement et que c'est déjà présent, bah, on se fait à l'idée qu'il n'y a pas de sujet, en fait, il n'y a pas de tant de différence, de trucs à pointer du doigt, au contraire, faut se faire plaisir. Et donc ça, c'est ce que j'avais apprécié dès le début dans le travail de Slan, et que tu continues à mettre en œuvre dans Mortesèvres sans, encore une fois, que ça soit de ton récit. C'est une des qualités en plus de tout le reste. Donc je pense que ça va être, je l'espère, de plus en plus fréquent à l'avenir, mais pour l'instant, c'est encore trop rare. on t'a posé une autre question. Déjà, merci, hein. Je vais pas répondre à ça parce que c'est genre, voilà, c'est gentil. Mais on t'a demandé si tu trouves que les projets en couleur, ils avaient plus de chances d'être édités ou pas. Techniquement, ils ont plus de chances de séduire le public, donc il y a des chances qu'ils soient publiés plus facilement. Après, ça dépend comme toujours, du style de projet. Si c'est une forme longue de type romanesque, noir et blanc avec forte pagination et un petit format peut passer. Si on veut faire du récit de divertissement du genre pour un public un peu plus classique en bande dessinée ou plus grand public en tout cas, c'est sûr que la couleur aide. Euh, mais on sera sur un album un peu plus cartonné, un peu plus grand, en couleur, etc. Euh, Après, il y a des exemples, des contre-exemples dans les deux cas, Ouais. mais il y a des albums en noir et blanc qui cartonnent, il y a des albums en couleur qui font des bides, et inversement. On peut pas être certain dans un sens ou dans un autre que ça marchera parce que c'est en couleur ou parce que c'est en noir et blanc que ça marchera pas. Mais un album de genre, de la SF aujourd'hui, en noir et blanc, petit format souple, je commencerai à me dire attention, vous mettez pas toutes les cartes de votre côté. Mm. Là où un récit qui raconte ma vie au quotidien et mes difficultés pour élever mes enfants ou je sais pas quoi, ça pourrait être en noir et blanc sur 200 pages. Le public qu'on vise sera peut-être moins formalisé sur cette finition de la couleur ou pas. Et encore, c'est pas sûr. Ouais, tout dépend du style, Peut-être. tout dépend du récit. Enfin, en fait, c'est plein d'arguments différents qui mélangés, en fait, pourraient fonctionner comme ne pourraient ne pas fonctionner, mais ouais, vous devez avoir quand même un peu des standards. Donc, bah écoute, je pense qu'on peut prendre encore une question si vous voulez, une dernière question, et après, on pourra se poser pour regarder toutes les participations. Tu les as pas vues, toi, en plus, pour l'instant. Non, non, pour l'instant, j'ai rien vu. Hein. C'est Ok. découvert en direct. Hein. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Hop, pendant que je vais préparer. Ah, il faut que j'aille sur Discord, donc je ferai ça après.
Je crois qu'on est bon. Ah, bah, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Et quitte à me répéter, ça dépendra aussi du type de projet que vous voulez faire. Il y a quand même pas mal de maisons d'édition qui ont un catalogue qui va dans un sens. Si vous voulez faire euh, du pur genre, c'est peut-être pas Casterman qui sont les mieux placés pour qui ont fait de la SF classique ou de la fantasy classique. Je pense que Delcourt Soleil ont une habitude. Et quand je dis classique, c'est sur du 64 pages, cartonné, couleur, avec un dessin très réaliste, avec des nanas un petit peu dénudées, des gros guns, des gros vaisseaux, des gros orques. Bon, il y a un public et ça cartonne. Donc nous, on essaiera d'avoir. Moi, j'adore le genre, donc je le défends chez Casterman, pas avec le même succès pour l'instant que nos concurrents que je viens de parler, dont je viens de parler, mais on essaye aussi d'avoir d'abord des histoires parce que tous les bons récits de SF nous font voyager, nous font rêver. Par contre, ils nous parlent de notre société d'aujourd'hui. Donc c'est là où on se retrouve avec Slan. Mais le dessin, le style d'objet ne va pas taper dans l'œil de ce public classique, on va dire du genre en BD. Et classique, je veux dire aussi un petit peu âgé. Euh, Slan a aussi la mauvaise habitude d'habiller énormément ses personnages féminins, donc ça aide pas à vendre couverture. Je suis désolé, mais il y a des règles de base sur la bande dessinée classique, si on veut vendre, et on les suit assez peu quand même. Donc pour ça, on n'est pas forcément les meilleurs. Sur des récits ambitieux, qui soient historiques ou intimes, avec un dessin poussé et des vraies personnalités d'auteur, là, on se défend pas trop mal. Euh, Tout dépend de vraiment quel est votre projet. Toutes les maisons d'édition sont pas aptes à défendre de la même manière. Si vous êtes vraiment un peu dans un dessin indépendant, underground, on n'est pas les meilleurs pour vous défendre non plus. Il y a des petites maisons indépendantes qui sauront mieux vous accompagner pour les premiers albums. Par contre, à un moment, vous serez peut-être bloqué si vous avez du succès, que ça marche, que vous aurez besoin d'un peu plus d'accompagnement, et vous passerez surtout dans une grande maison. Tout grande, entre guillemets, enfin, une maison avec plus de monde, plus de moyens, plus de titres aussi, qui engendrent des capacités de défendre un album différemment. Ouais. Donc, c'est vraiment, avant tout, ça dépend du type de projet que vous voulez défendre. Ah, du coup, à part Casterman, quelle est ta maison d'édition préférée? Sans être en dehors de. Enfin, en tout cas, que tu trouves, je sais pas, dont les projets t'intéressent, ou tu vois, genre, dont tu trouves que. Alors moi j'avais vraiment adoré l'aventure La Belle 619 qui était chez Ouais, Ankama et qui maintenant est passé chez Rue de Sèvres. Tout le boulot que font Run, Singelin, Bablet aussi, ouais. même si c'était plus Run et Singelin. Ça j'avais vraiment kiffé Mutafuka's Grocery, Freak Squill. Je trouve que ça apportait quelque chose de fou. J'ai pas encore lu le dernier là, le comment ça s'appelle, le dernier de Singelin qui vient de sortir. Ah, ouais, bah, je l'ai là, il est quelque part. Merde, Frontière. Frontière, mais il est sur ma liste de ce que je vais aller m'acheter dès que je suis en librairie. Le PTSD était déjà très chouette. Enfin, donc ça, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font, mais c'est mon côté geek et mon goût pour vraiment le divertissement en BD, et Ouais. ça me plaît beaucoup. Il y a des maisons d'édition qui font un travail de folie au niveau des objets. On regarde ce que fait 2024, Ouais, et 2024 font bluffé, des très très beaux livres. Ouais. des livres superbes. Après, quand je les lis, je suis un petit peu moins client. Parce que souvent c'est très beau, mais il manque quelque chose au niveau du récit. C'est moins ma cam. C'est un geste artistique. Et moi j'aime bien qu'on me raconte une histoire. Moi, je Donc suis assez client 2024 après, des récits aussi, mais chacun, voilà, chacun ses goûts. Pas tout, mais ouais, il y oui, a mais vraiment. c'est normal. 2024 est une maison qui est pour les auteurs. Ouais, On publie des livres d'auteurs pour auteurs quasiment. oui, Donc, oui. c'est leur spécificité et aussi pour moi leur limite. Et moi je suis pas auteur, donc j'ai un des goûts un peu plus simple. Je dirais, je m'arrête peu sur le dessin, beaucoup plus sur ce qu'on me raconte comme histoire. Et après, c'est aussi pour ça que je suis chez Casterman depuis très longtemps, c'est que il y a plein de choses que j'aime bien dans d'autres maisons à droite à gauche, mais j'ai pas une maison qui fait autant de choses que j'aime que celle où je suis. Donc, au Ouais. final, j'y reste. Et je peux faire à peu près, si j'ai la chance de tomber sur les bons auteurs, tout ce que on n'a pas, on se donne pas de limite entre guillemets à part quelques rares trucs.
Je peux avoir l'occasion de faire de la SF, de faire de la non-fiction, de l'intime, du plus ou moins réaliste, de l'ancien, du nouveau. On ne se limite pas là-dessus. Donc, tout ce que j'ai envie de faire, j'arrive à le faire à un moment ou à un autre, du western, du polar, de l'adaptation de romans, Hmm. un peu de tout, pas de la socio en BD, enfin, tout est possible. Pas de maison que je préfère, mais il y a des choses que j'aime bien chez les concurrents, évidemment. Sinon, Ok. je serais blasé, ce que je ne suis pas. Enfin, je l'espère. Bah écoute, du coup, merci pour ces questions-réponses. Je pense que enfin, ça a permis déjà de répondre aussi à d'autres questions sur les maisons d'édition, peut-être, ou sur le travail, en fait, comment ça fonctionne sur le travail d'éditeur et les échanges, en fait, qu'on peut avoir avec, avec les gens. S'ils ont d'autres questions, de toute façon, Pierre, je les noterai pour plus tard. Et puis, Pas de nous, souci. on va switcher. On va passer du coup sur la review des Draw 10. Donc,